En 1986, l'accident nucléaire de Fukushima a laissé un héritage sombre. Des années plus tard, des scientifiques sont venus enquêter sur place. En observant l'état de la faune après la catastrophe, ils ont été surpris. Les scientifiques ont découvert quelque chose que personne n'aurait cru. Avant d'entendre ce récit étonnant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La lumière orangée du crépuscule peignait le ciel au-dessus de l'ancienne centrale lorsque Élodie Dubois ajusta ses équipements de mesure. À 32 ans, la biologiste française avait consacré les 5 dernières années de sa vie à étudier les mutations de la flore dans la zone d'exclusion. Ses cheveux châtains, attachés en une queue de cheval soignée, bougeaient doucement dans la brise tandis qu'elle enregistrait les dernières lectures de la journée. « Docteur Dubois, vous devez voir ça !» La voix de son assistant, Mathieu, résonna avec urgence à travers la radio. Élodie fronça les sourcils, remarquant l'agitation dans son ton habituellement calme. « Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu ?» répondit-elle, rangeant déjà ses instruments dans son sac à dos. « Les arbres, ils sont différents. Je suis dans le secteur B7, près de l'ancien complexe hospitalier. » Élodie se mit à marcher rapidement dans la direction indiquée, ses pas résonnant dans le silence de la forêt abandonnée. En s'approchant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une lueur bleutée émanait des arbres, comme si de petites étoiles étaient descendues sur terre. En arrivant sur place, elle trouva Mathieu paralysé, fixant un groupe de pins centenaires. Les arbres émettaient une lumière douce et pulsante, semblant suivre un rythme régulier. Élodie sortit son appareil photo et commença à photographier le phénomène, ses mains tremblant légèrement. « Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant ?» demanda Mathieu, sa voix à peine un murmure. « Jamais », répondit Élodie, s'approchant prudemment de l'un des arbres. En touchant le tronc, elle sentit une vibration subtile, comme si la plante répondait à son contact. « C'est impossible !» Un son grave et profond résonna à travers la forêt, faisant échanger un regard aux deux scientifiques. C'était comme si la terre elle-même se réveillait d'un long sommeil. À l'horizon, au-dessus de l'ancienne centrale, des lumières multicolores dansaient dans le ciel, formant des motifs géométriques complexes. « Élodie, regarde !» pointa Mathieu vers un groupe de loups émergeant de la végétation. Les animaux, plus grands que la normale, avaient des yeux qui brillaient avec la même intensité bleutée que les arbres. Au lieu d'attaquer, les loups s'assirent en cercle autour des scientifiques, comme s'ils observaient. Élodie sortit son carnet de notes, ses mains maintenant fermes, guidées par la curiosité scientifique. « Mathieu, prépare l'équipement de prélèvement d'échantillons. Cela pourrait être la plus grande découverte depuis que nous avons commencé à étudier cette région. » L'un des loups, apparemment le chef, inclina la tête sur le côté, ses yeux fixés sur Élodie. Un instant, elle aurait pu jurer avoir vu de l'intelligence dans ce regard, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. « Docteur Dubois, » appela Mathieu, sa voix tremblante. « Je pense que nous devrions informer la base à ce sujet. » Élodie hocha la tête, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un nouveau son résonna dans la forêt. Cette fois, un chant mélodieux et éthéré qui semblait venir de toutes les directions à la fois. Les arbres lumineux pulsèrent en synchronie avec la musique et les loups commencèrent à hurler dans une harmonie parfaite. « Ce n'est pas naturel », murmura Élodie, allumant son compteur de radiation. À sa surprise, l'appareil était complètement éteint. Tous les équipements électroniques ont cessé de fonctionner. Le ciel au-dessus d'eux commença à se transformer, les lumières dansantes formant maintenant un vortex de couleurs impossibles. Élodie sentit son cœur s'accélérer. En 15 ans de recherche scientifique, elle n'avait jamais rien vu de tel. « Mathieu, nous devons tout documenter. Prends l'appareil photo argentique dans le sac à dos, » ordonna-t-elle, sans quitter des yeux le spectacle surnaturel qui se déroulait devant elle. Le lendemain matin, Élodie avait du mal à contenir son excitation en présentant les découvertes de la nuit précédente au docteur Victor Moreau, directeur du projet de recherche. Le scientifique aux cheveux grisonnants et aux lunettes à fine monture observait les photographies argentiques avec une expression énigmatique. « Fascinant », murmura-t-il en ajustant ses lunettes. « Et vous dites que tous les équipements électroniques ont cessé de fonctionner. » « Exactement », confirma Élodie, étalant ses notes sur la table. « Et ce n'est pas tout. Les loups, ils ont montré un comportement complètement inhabituel. C'était comme s'ils communiquaient quelque chose. »
Victor se leva de sa chaise et se dirigea vers la carte de la zone d'exclusion accrochée au mur. Avec un marqueur rouge, il entoura la zone où Élodie et Mathieu avaient fait leurs observations. « Au cours des derniers mois, nous avons reçu des rapports similaires d'autres équipes, » révéla-t-il, marquant quelques points supplémentaires sur la carte. Ici, ici et ici, toujours au crépuscule, toujours avec le même motif de lumière. Élodie s'approcha de la carte, ses yeux parcourant les marques. « Ils forment un pentagone parfait, » observa-t-elle, traçant des lignes imaginaires entre les points. « Précisément, » approuva Victor, et au centre de ce pentagone. « L'ancienne centrale, » compléta Élodie, sentant un frisson parcourir son échine. À cet instant, Mathieu fit irruption dans le bureau essoufflé. « Docteur Dubois, docteur Moreau, vous devez voir ça. » En suivant Mathieu jusqu'au laboratoire principal, ils trouvèrent une petite foule de chercheurs rassemblés autour d'un microscope. Anne Leclerc, la botaniste en chef, fit signe à Élodie de s'approcher. « Les échantillons que vous avez collectés hier, » commença Anne, sa voix tremblante d'excitation. « Les cellules, elles se comportent d'une manière impossible. » Élodie se pencha sur le microscope et manqua de perdre son souffle. Les cellules végétales palpitaient d'une lumière bleutée, semblable à celle qu'ils avaient observée dans la forêt, et semblaient se réorganiser en motifs complexes. « Cela défie toutes les lois de la biologie que nous connaissons, » murmura Anne. « C'est comme si les cellules dansaient. » Un tremblement soudain secoua le laboratoire, faisant teinter les tubes à essai. Par les fenêtres, ils purent voir un groupe de cerfs traverser le périmètre de la base de recherche, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Les animaux avaient les mêmes yeux brillants que les loups de la nuit précédente. « Ils se rapprochent de plus en plus des établissements humains, » remarqua Victor, sa voix chargée d'inquiétude. Élodie remarqua quelque chose d'encore plus étrange. De petites plantes commençaient à germer du béton fissuré de la cour, poussant à une vitesse impossible. En quelques minutes, des fleurs d'espèces inconnues s'épanouissaient, toutes émettant cette lueur caractéristique. « Docteur, ça est Moreau ?» appela Élodie, son esprit scientifique travaillant frénétiquement. Et si toute la zone d'exclusion se transformait en quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant? Avant que Victor ne puisse répondre, les lumières du laboratoire se mirent à clignoter, et un son familier, ce chant éthéré de la nuit précédente, commença à résonner dans les couloirs. Les cerfs dans la cour levèrent la tête à l'unisson, comme s'ils répondaient à un appel silencieux. « Ça recommence », murmura Mathieu, sa voix dissimulant à peine la peur. Élodie ressentit une attraction inexplicable, une envie presque irrésistible de suivre ce chant mystérieux. En regardant ses collègues, elle réalisa qu'elle n'était pas la seule. Tous semblaient hypnotisés par la mélodie surnaturelle. « Nous devons comprendre ce qui se passe », déclara Élodie déterminée, « et je crois savoir par où commencer. » Victor hocha gravement la tête. « Formez une équipe, » ordonna-t-il, « mais soyez extrêmement prudents. Quelque chose me dit que nous ne faisons qu'effleurer la surface d'un mystère bien plus grand. » L'expédition partit à l'aube. Élodie menait le groupe composé de Mathieu, Anne et un nouveau membre. Le docteur Sébastien Laurent, spécialiste en physique quantique récemment arrivé de Moscou. Le ciel présentait une coloration particulière, avec des teintes de vert et de violet se mêlant aux nuages. Les schémas de croissance de la végétation ont radicalement changé au cours des dernières 24 heures, expliqua Anne, consultant sa tablette. C'est comme si les plantes suivaient une mathématique propre. Sébastien, un homme grand et mince aux yeux perçants, observait attentivement les formations végétales. « Ce ne sont pas des motifs aléatoires », commenta-t-il, sortant un carnet de sa poche. « Regardez ça. » Le physicien commença à dessiner rapidement, reproduisant les motifs formés par les plantes. Sous son crayon agile, des symboles complexes émergèrent, des équations, des séquences numériques et des diagrammes qui semblaient danser sur la page. « Impossible !» murmura Élodie, reconnaissant certaines des formules. Ce sont des équations de champs unifiés, des théories de physique quantique avancées exprimées à travers des organismes vivants. Un bruit doux attira l'attention du groupe. Un petit groupe de renards s'approchait, leurs yeux émettant cette lueur bleutée déjà familière. L'un d'eux, plus grand que les autres, portait quelque chose dans sa gueule. « Ne bougez pas », instruisit Élodie, bien que les renards ne montrent aucun signe d'agressivité. Le renard plus grand déposa son objet au sol. C'était un cristal semi-transparent qui pulsait avec la même lumière qu'ils avaient observée dans les arbres.
Ensuite, l'animal s'assit, comme s'il attendait une réaction des chercheurs. Sébastien s'approcha prudemment et examina le cristal. C'est extraordinaire. La structure moléculaire doit être complètement unique. À ce moment-là, le cristal commença à vibrer, émettant un bourdonnement bas. Dans le ciel, les lumières multicolores réapparurent, mais maintenant elles formaient des motifs qui correspondaient exactement aux symboles que Sébastien avait dessinés. « Ils essaient de communiquer », murmura Anne, sa voix tremblante d'excitation. « Mais qui sont-ils » Un vent soudain souffla à travers la forêt, apportant avec lui ce chant éthéré. Les arbres commencèrent à se balancer en synchronie, leurs feuilles dansant au rythme de la mélodie mystérieuse. Le cristal dans leurs mains pulsait plus intensément. « Regardez !» s'exclama Mathieu en pointant l'horizon. Une silhouette massive émergeait entre les arbres. Un ours gigantesque, plus grand que tout spécimen jamais enregistré. Ses yeux brillaient d'une intensité hypnotique et sa fourrure semblait refléter les lumières du ciel en motifs kaléidoscopiques. L'ours s'approcha lentement, les renards s'écartant respectueusement. À la surprise générale, il s'assit à quelques mètres du groupe, ses yeux fixés sur le cristal. « Élodie !» appela Sébastien, sa voix basse et contrôlée. Le cristal, il réagit à sa présence. En effet, le cristal émettait maintenant des pulsations de lumière qui semblaient synchronisées avec la respiration de l'ours. Dans le carnet de Sébastien, les symboles mathématiques semblaient prendre vie, comme s'ils se réécrivaient d'eux-mêmes. « Nous devons emporter ce cristal au laboratoire », décida Élodie. « Si nous pouvons décoder ces motifs… » L'ours émit un son grave, presque musical, et les renards répondirent à l'unisson. C'était comme si toute la forêt participait à une symphonie complexe et mystérieuse. « Ce n'est pas qu'un cristal, » observa Anne, les yeux écarquillés. « C'est une clé. »« Une clé pourquoi ?» demanda Mathieu. Avant que quiconque puisse répondre, le sol sous leurs pieds commença à vibrer doucement. De petites fleurs surgirent instantanément autour du groupe, formant un cercle parfait. Leurs pétales, translucides comme le cristal, reflétaient les lumières du ciel dans un spectacle hypnotique. « Pour quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer, » répondit Élodie, sentant qu'ils étaient au bord d'une découverte qui changerait à jamais leur compréhension de l'univers. L'ours se leva majestueusement et commença à s'éloigner, mais pas sans lancer un dernier regard significatif au groupe. Les renards le suivirent, disparaissant dans la végétation luminescente. « Retournons à la base », décida Élodie. « Nous devons analyser ce cristal et comparer nos notes. Quelque chose me dit que nous sommes sur le point de découvrir seulement la pointe de l'iceberg. » Alors qu'ils marchaient vers la base, aucun d'eux ne remarqua que les plantes autour d'eux avaient commencé à former de nouveaux motifs. Cette fois, quelque chose qui ressemblait à une carte stellaire d'une région du cosmos qu'aucun télescope humain n'avait jamais captée. Dans le laboratoire principal de la base de recherche, la tension était palpable. Le cristal trouvé dans la forêt reposait à l'intérieur d'une chambre de confinement spéciale, tandis que des dizaines de capteurs enregistraient ses propriétés uniques. Élodie, Sébastien et Anne travaillaient sans relâche depuis des heures, essayant de décrypter les données qui s'accumulaient sur leurs écrans. « Les schémas énergétiques sont différents de tout ce que j'ai vu jusqu'ici », commenta Sébastien, ajustant ses instruments pour la 10e fois. C'est comme si le cristal fonctionnait selon des lois physiques complètement inconnues. Anne, penchée sur son microscope, laissa échapper une exclamation de surprise. « Venez voir ça, la structure moléculaire. Elle se reconfigure constamment. » Élodie s'approcha rapidement, observant à travers les lentilles. L'intérieur du cristal semblait contenir un univers miniature, avec des motifs qui bougeaient et se transformaient comme une danse cosmique microscopique. « Docteur Moreau doit voir ça !» murmura Élodie, saisissant le téléphone interne. Cependant, avant qu'elle ne puisse passer l'appel, toutes les lumières du laboratoire se mirent à clignoter intensément. Le cristal émit une pulsation d'énergie bleutée, et soudain, des hologrammes tridimensionnels remplirent l'air autour d'eux. C'étaient des cartes stellaires, des diagrammes complexes et des symboles qui flottaient et bougeaient comme s'ils étaient vivants. « Ce sont des coordonnées !» s'exclama Sébastien, ses yeux brillants d'excitation tandis qu'il griffonnait furieusement dans son carnet. Mais pas d'un endroit sur Terre. Un son familier résonna dans les couloirs, le même chant éthéré de la forêt. À travers les fenêtres du laboratoire, ils pouvaient voir que toutes les plantes du périmètre de la base
avait commencé à briller en synchronisation avec le cristal. « Élodie !» appela Anne, sa voix tremblante. « Regarde le ciel !» À l'horizon, au-dessus de l'ancienne centrale, un phénomène extraordinaire se déployait. Des lumières dansantes formaient un motif circulaire géant, identique au diagramme projeté par le cristal. Mathieu fit irruption par la porte du laboratoire, essoufflé. « Vous devez voir ça, les animaux, ils se rassemblent !» Le groupe se précipita dans la salle de surveillance, où les caméras de sécurité montraient un spectacle surréaliste. Des centaines d'animaux, loups, cerfs, renards et même l'ours géant, formaient un cercle parfait autour de la base. Tous leurs yeux brillaient de cette lumière bleutée caractéristique. « Ils attendent quelque chose », murmura Élodie. À ce moment, le docteur Moreau entra dans la pièce, portant un vieux dossier poussiéreux. « Cela pourrait expliquer certaines choses », dit-il en étalant des documents sur la table. « Je l'ai trouvé dans les archives secrètes de l'ancienne administration. » Les papiers révélaient des dessins et des notes datant de plusieurs décennies, montrant les mêmes motifs qu'il voyait maintenant dans le ciel et dans le cristal. « Cela a commencé bien plus tôt que nous ne le pensions », expliqua Victor. « Les premiers signes sont apparus des semaines avant l'incident à la centrale. Vous suggérez que... » Élodie marqua une pause, son esprit en train de traiter les implications. « Que peut-être l'incident n'était pas un accident, compléta Victor. Peut-être que cela a été un catalyseur. Pour quelque chose de plus grand. » Le cristal dans la chambre de confinement commença à pulser plus intensément, projetant de nouveaux hologrammes. Cette fois, les images montraient une séquence d'événements qui semblaient se dérouler dans un futur proche. « Ce sont des instructions », murmura Sébastien, déchiffrant les symboles. « Mais pourquoi ?» Un léger tremblement parcourut le bâtiment, et tous les équipements électroniques commencèrent à présenter des comportements erratiques. À travers les fenêtres, il pouvait voir que les lumières dans le ciel avaient commencé à se déplacer en un motif spiralé. « Je crois que nous sommes sur le point de le découvrir », répondit Élodie, sa voix dissimulant à peine le mélange de peur et de fascination qu'elle ressentait. Le chant de la forêt s'intensifia, et les animaux autour de la base commencèrent à émettre des sons en parfaite harmonie avec la mélodie surnaturelle. C'était comme si toute la zone d'exclusion se transformait en un immense instrument de musique, jouant une symphonie cosmique qui transcendait la compréhension humaine. « Nous devons nous préparer », déclara Élodie, prenant le commandement de la situation. « Quelque chose est sur le point de se produire, et nous devons être prêts à documenter chaque instant. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que leurs préparatifs seraient inutiles face à l'ampleur des événements qui allaient se dérouler. Des événements qui défieraient non seulement leur compréhension de la science, mais aussi de la réalité elle-même. La nuit tomba sur la zone d'exclusion, mais l'obscurité n'arriva jamais. Le ciel pulsait de couleurs impossibles, tandis que la symphonie de la forêt atteignait un crescendo assourdissant. Dans la base de recherche, Élodie et son équipe travaillaient frénétiquement pour enregistrer et comprendre les événements extraordinaires qui se déroulaient. Les niveaux de radiation. « Fluctuons !» cria Anne par-dessus le bruit, ses yeux fixés sur un moniteur. C'est comme si la structure atomique de l'environnement se réécrivait elle-même. Sébastien, qui avait passé les dernières heures à déchiffrer les symboles projetés par le cristal, laissa échapper une exclamation de surprise. « Élodie, je crois que j'ai compris. Ce ne sont pas seulement des coordonnées spatiales, mais aussi temporelles. Que voulez-vous dire ?» demanda Élodie en s'approchant rapidement. « Le cristal, il nous montre des événements du passé, du présent et du futur simultanément, » expliqua Sébastien, sa voix tremblante d'excitation. C'est comme si le temps pour lui était malléable. Un nouveau tremblement plus fort que les précédents secoua le bâtiment. À travers les fenêtres, ils virent que le cercle d'animaux autour de la base avait commencé à bouger, formant une spirale complexe qui reflétait les motifs dans le ciel. « Docteur Moreau !» appela Mathieu qui surveillait les caméras extérieures. « Quelque chose émerge du sol près de l'ancienne centrale. » Tous se regroupèrent autour des écrans, observant avec stupéfaction une scène qui défiait la compréhension. Du sol fissuré, d'énormes structures cristallines surgissaient comme des arbres extraterrestres, leur surface reflétant et réfractant les lumières du ciel en motifs hypnotiques. « C'est impossible », murmura Victor, son calme habituel enfin brisé. Le cristal dans la chambre de confinement commença à vibrer violemment, émettant des pulsations d'énergie qui traversaient les murs du laboratoire
comme s'ils étaient en papier. Soudain, tous les présents furent enveloppés d'une lumière bleutée, et le monde autour d'eux sembla changer. Élodie cligna des yeux, étourdie, et réalisa qu'il n'était plus dans le laboratoire. Il se tenait au milieu d'une forêt lumineuse, entouré par les animaux brillants. L'ours gigantesque se tenait devant eux, ses yeux fixés sur les humains, avec une intelligence qui dépassait la compréhension. « Où sommes-nous » demanda Anne, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Quand sommes-nous serait la question la plus appropriée » répondit Sébastien, pointant le ciel. Au-dessus d'eux, le vortex de lumière s'était transformé en une fenêtre sur le cosmos, révélant des galaxies et des nébuleuses dans une danse éternelle. Mais ce n'était pas seulement l'espace qu'ils voyaient, c'était le temps se déroulant devant leurs yeux. « Bienvenue !» résonna une voix dans leurs esprits, une voix qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Vous êtes enfin prêts à comprendre. » L'ours fit un pas en avant, et à la stupéfaction de tous, il commença à se transformer. Sa forme se dissolva en une lumière pure, se reconfigurant en une entité qui défiait toute description, mi-animal, mi-énergie, mi-quelque chose au-delà de la compréhension humaine. « Qu'êtes-vous » demanda Élodie, retrouvant sa voix. « Nous sommes les gardiens » répondit l'entité, sa voix provenant désormais de toutes les créatures alentour. « Nous venons d'un futur lointain, d'un univers agonisant. Fukushima n'était pas un accident mais un portail, une encre qui nous a permis de revenir et de corriger le cours de l'histoire. Les images dans le ciel changèrent, montrant un futur dévasté par les guerres et la destruction environnementale. C'est le destin que nous cherchons à éviter, poursuivit le gardien. La radiation que vous redoutiez a été le catalyseur d'une évolution accélérée, préparant cet endroit pour notre arrivée. Élodie sentit son esprit s'élargir, absorbant des concepts et des connaissances qui dépassaient tout ce qu'elle avait jamais imaginé. « Et maintenant » demanda-t-elle, sentant le poids de la responsabilité qui allait bientôt reposer sur ses épaules. « Maintenant » répondit le gardien, « vous avez un choix à faire. Vous pouvez nous rejoindre en aidant à guider l'humanité vers un futur en harmonie avec l'univers. Ou vous pouvez retourner et oublier tout cela, laissant le futur suivre son cours naturel. » Le groupe échangea des regards, chacun digérant l'ampleur de ce qui leur était proposé. Le destin non seulement de Fukushima mais de toute l'humanité était entre leurs mains. Mais rappelez-vous, avertit le gardien, le choix doit être unanime, et une fois fait, il n'y a pas de retour en arrière. Le silence qui suivit la révélation des gardiens semblait contenir le poids de galaxies entières. Élodie regarda ses compagnons, voyant sur leur visage le reflet de sa propre lutte intérieure. L'énormité du choix devant eux était écrasante. « Comment pouvons-nous être sûrs que vous dites la vérité ?» demanda Victor, sa voix tremblante mais ferme. « Comment savons-nous que ce n'est pas une sorte de manipulation extraterrestre ?» Le gardien, dans sa forme éthérée, palpita doucement. « Le doute est naturel et sage, docteur Moreau. Permettez-nous de vous montrer. » D'un geste fluide, l'entité fit apparaître autour d'eux une série de visions holographiques. C'étaient des scènes du passé, du présent et d'innombrables futurs possibles, tous interconnectés dans une toile complexe de causes et d'effets. « Voyez, » expliqua le gardien, « chaque choix, chaque action crée des ondulations dans le tissu de l'espace-temps. L'accident de Fukushima a été un point de divergence crucial, un moment qui pourrait conduire l'humanité à la destruction ou à la transcendance. Les images montraient un futur dévasté par des guerres nucléaires et des catastrophes environnementales, contrastant avec un autre où l'humanité avait atteint les étoiles, vivant en harmonie avec d'autres formes de vie cosmique. Anne, fascinée par les implications biologiques, fit un pas en avant. La radiation, elle n'a pas seulement muté les formes de vie ici, mais a ouvert une voie vers une évolution accélérée, n'est-ce pas? Précisément, répondit le gardien. Ce que vous voyez comme une contamination, nous le voyons comme un catalyseur. La zone d'exclusion est devenue un laboratoire cosmique, préparant le terrain pour une transformation à l'échelle planétaire. Sébastien, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit enfin la parole. Les symboles sur le cristal, ce sont des instructions pour manipuler le tissu même de la réalité, n'est-ce pas? Le gardien émit un son qui pouvait être interprété comme une approbation. Votre perception est aiguisée, docteur Laurent. Le cristal est plus qu'un outil. C'est une clé pour débloquer le potentiel quantique de l'univers.
Mathieu, qui avait tout observé avec des yeux écarquillés, trouva sa voie. Mais, et les gens? Les vies affectées par l'accident, les communautés déplacées? L'entité se tourna vers lui, sa forme changeant pour ressembler vaguement à une figure humaine. Votre souci des autres est louable, Mathieu. Sachez que s'ils choisissent de nous rejoindre, ils auront le pouvoir de guérir non seulement l'environnement, mais aussi les blessures du passé. Élodie, sentant le poids de la responsabilité, fit un pas en avant. Et si nous acceptons, que ferions-nous exactement? Quel serait notre rôle? Le gardien s'étendit, enveloppant tout le monde dans une étreinte de lumière chaude. Vous deviendriez les intermédiaires entre deux mondes, l'humain et le cosmique. Vous guideriez l'humanité à travers sa prochaine phase évolutive, la préparant à rejoindre la communauté galactique. Les images autour d'eux changèrent à nouveau, montrant une Terre transformée, des villes fusionnant harmonieusement avec la nature, des technologies dépassant l'imagination actuelle, et des êtres humains semblant irradier une énergie similaire à celle des gardiens. Mais souvenez-vous, avertit l'entité, ce changement ne sera ni instantané ni facile. Il y aura de la résistance, de la peur et de l'incompréhension. Le chemin sera long et parfois douloureux. Victor, qui était resté contemplatif, prit enfin la parole. Et si nous refusions, que se passera-t-il? L'histoire suivra son cours naturel, répondit le gardien. Nous n'interviendrons pas. Le destin de l'humanité reposera entièrement entre vos mains. Élodie regarda chacun de ses compagnons, voyant en eux le reflet de ses propres doutes et espoirs. La décision qu'ils allaient prendre n'affecterait pas seulement leur vie, mais aussi l'avenir de toute l'espèce humaine et potentiellement de la Terre elle-même. « Nous avons besoin d'un moment, dit-elle, en se tournant vers le gardien. Une décision de cette ampleur ne peut être prise à la légère. » L'entité hocha la tête, sa forme ondulant doucement. « Nous comprenons. Nous attendrons votre décision au lever du prochain soleil. Jusque-là, réfléchissez, discutez, pesez le pour et le contre. L'avenir attend votre choix. » Alors que le groupe se réunissait pour la discussion la plus importante de leur vie, le ciel au-dessus continuait sa danse cosmique comme si les étoiles elles-mêmes étaient impatientes de connaître le destin de la petite sphère bleue que nous appelons notre foyer. La nuit s'étendit comme un manteau de possibilités infinies sur la zone d'exclusion. Élodie et ses compagnons se rassemblèrent en cercle, entourés par la forêt luminescente et observés en silence par les animaux transformés. Le poids de la décision qui les attendait était presque palpable dans l'air. « Comment pouvons-nous même commencer à assimiler tout cela ?» murmura Anne, ses doigts traçant distraitement des motifs sur l'herbe brillante. « Nous parlons de changer le cours de l'histoire humaine. » Sébastien, qui griffonnait furieusement dans son carnet, leva les yeux. « Du point de vue scientifique, c'est révolutionnaire. Nous pourrions percer les secrets de l'univers, guérir des maladies, résoudre la crise climatique. » « Mais à quel prix ?» interrompit Victor, sa voix chargée d'inquiétude. « Nous livrerions essentiellement le destin de l'humanité à des êtres que nous comprenons à peine. » Mathieu, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. « Je pense aux personnes qui ont tout perdu à cause de l'accident, aux générations affectées par les radiations. Si nous pouvons réparer cela, » Élodie observait la discussion, son cœur partagé. Chaque argument résonnait en elle, faisant écho à ses propres doutes et espoirs. Elle se leva, marchant jusqu'au bord du cercle de lumière créé par la végétation luminescente. « Peut-être, » commença-t-elle, attirant l'attention de tous, « la question n'est pas de savoir si nous devons accepter ou non. Ou peut-être que la vraie question est « sommes-nous prêts pour cette responsabilité ?» Un silence réfléchi s'abattit sur le groupe. Au loin, le chant éthéré de la forêt semblait répondre, une mélodie qui parlait de possibilités infinies et de défis inimaginables. Soudain, une lumière intense traversa le ciel, descendant vers l'ancienne centrale. Le groupe se leva d'un bond, observant avec émerveillement le phénomène qui se déroulait. « C'est un portail ?» murmura Anne, ses yeux écarquillés. Devant eux, un vortex d'énergie s'ouvrit, révélant des aperçus d'autres mondes, d'autres réalités. Des créatures aux formes impossibles et à la beauté indescriptible pouvaient être vues de l'autre côté, certaines faisant un geste universel de bienvenue. Le gardien réapparut, sa forme maintenant plus définie, presque humanoïde. « Ce que vous voyez, expliqua l'entité, n'est qu'une fraction de ce qui vous attend. Chaque monde, chaque réalité a ses propres leçons,
ses propres défis. Élodie fit un pas en avant, ressentant un courage qu'elle ne savait pas posséder. Si nous acceptons, comment pouvons-nous être sûrs de ne pas perdre notre humanité dans le processus? Le gardien sourit. Si une telle expression pouvait être attribuée à un être d'énergie pure, votre humanité, Élodie Dubois, est précisément ce qui fait de vous les candidats parfaits pour cette tâche. Nous ne voulons pas que vous la perdiez. Nous voulons que vous l'amplifiez, que vous l'éleviez. Victor, qui avait été sceptique jusqu'alors, sembla reconsidérer. Et les autres, les milliards qui n'auront pas ce choix? Vous serez les guides, répondit le gardien. Les enseignants, ceux qui prépareront le chemin pour que d'autres puissent suivre. Ce ne sera pas un changement abrupt, mais une évolution graduelle. Sébastien, qui s'était approché du portail, tendit la main, touchant presque la barrière énergétique. C'est fascinant. Je peux sentir la connaissance qui circule. C'est comme si l'univers lui-même nous appelait. Mathieu le rejoignit, ses yeux reflétant les couleurs impossibles du vortex. Pensez à toutes les vies que nous pourrions sauver, à toutes les erreurs que nous pourrions corriger. Anne, encore hésitante, demanda « Et si nous commettons des erreurs? Et si, d'une manière ou d'une autre, nous aggravons les choses ?» Le gardien se tourna vers elle, sa voix douce. « L'erreur fait partie de l'apprentissage, Anne Leclerc. Nous n'attendons pas la perfection, mais de la dévotion et de la compassion. » Élodie regarda chacun de ses compagnons, voyant en eux le reflet de toute l'humanité, leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves. Elle prit une profonde inspiration et déclara « Je pense que le moment est venu. Nous devons prendre notre décision. » Le groupe se rassembla, formant un cercle intime. Les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter l'horizon, marquant l'échéance fixée par les gardiens. « Alors, dit Élodie, sa voix ferme malgré l'émotion, que choisissons-nous? Acceptons-nous ce nouveau chemin, avec tous ses risques et ses merveilles? Ou restons-nous tels que nous sommes, laissant l'avenir suivre son cours naturel? » Alors que le soleil se levait sur Fukushima, 5 scientifiques se faisaient face à la décision la plus importante de l'histoire de l'humanité. Le monde attendait, inconscient, le résultat qui façonnerait le destin des générations à venir. Le soleil levant peignait le ciel de nuances roses et dorées, un spectacle qui semblait amplifié par l'énergie surnaturelle imprégnant la zone d'exclusion. Élodie et ses compagnons formaient un cercle serré, leurs mains jointes dans un geste de solidarité et de détermination. « Nous devons décider ensemble, » dit Élodie, sa voix ferme malgré l'émotion palpable. « Notre choix affectera non seulement nos vies, mais aussi le destin de toute l'humanité. » Victor, le plus âgé et le plus expérimenté du groupe, prit la parole en premier. « J'ai passé ma vie à chercher des réponses. Maintenant, face à la plus grande question de toutes, je réalise que le savoir s'accompagne d'une immense responsabilité. » Il fit une pause, regardant chacun de ses collègues. « Je vote oui. Nous devons saisir cette opportunité. » Anne, encore en proie à ses doutes, prit la parole ensuite. « En tant que biologiste, j'ai toujours rêvé de comprendre les secrets de la vie. Mais cela dépasse tout ce que j'ai jamais imaginé. » Elle respira profondément. « J'ai peur, mais j'ai aussi de l'espoir. Mon vote est oui. » Sébastien, ses yeux brillants à l'idée de percer les mystères de l'univers, n'hésita pas un instant. « Oui, 1000 fois oui. C'est l'occasion d'élever non seulement notre science, mais notre existence même. » Mathieu, le plus jeune du groupe, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Je pense à toutes les vies que nous pourrions sauver, à toutes les erreurs que nous pourrions corriger. » Sa voix trembla légèrement. « Oui, nous devons essayer. » Tous les regards se tournèrent vers Élodie. En tant que leader non officiel du groupe, sa décision portait un poids supplémentaire. Elle ferma les yeux un instant, laissant les sensations de la forêt transformée l'envahir. « Depuis notre arrivée ici, » commença-t-elle, en ouvrant les yeux pour affronter ses compagnons, « nous avons vu l'impossible devenir réalité. Nous avons vu la nature se réinventer, défiant tout ce que nous pensions savoir. » Elle marqua une pause, sa voix gagnant en force. « Maintenant, c'est à notre tour de nous réinventer, d'évoluer, non seulement en tant que scientifiques, mais en tant qu'êtres humains. Mon vote est oui. » Un soupir collectif traversa le groupe. La décision était prise. Le gardien, qui avait observé en silence, prit la parole. « Vous avez choisi la voie de l'évolution. Le voyage qui vous attend sera ardu, mais rempli de merveilles au-delà de l'imagination. » Le portail cosmique palpita, s'élargissant.
Des créatures de lumière et d'énergie émergèrent, tendant ce qui semblait être des mains dans un geste d'accueil. « Avant de franchir le prochain pas, » dit Elodie, se tournant vers le gardien, « qu'adviendra-t-il de cet endroit, de Fukushima ?» L'être éthéré répondit « La zone d'exclusion deviendra un phare d'espoir et de transformation. Les radiations qui ont autrefois apporté la destruction seront canalisées pour guérir et régénérer. Ce sera le premier de nombreux noyaux de transformation à travers la planète. » Alors qu'il parlait, l'environnement autour d'eux commença à changer. Les arbres luminescents grandirent encore, leurs feuilles prenant des formes impossibles qui semblaient capter et purifier la lumière elle-même. Le sol autrefois stérile se mit à bourgeonner d'une vie nouvelle. Des plantes d'espèces inconnues, dont les propriétés promettaient de révolutionner la médecine et la science. « Et les gens ?» demanda Mathieu inquiet. « Ceux qui ont été affectés par la catastrophe, ils seront les premiers à être guéris, » assura le gardien. « Leur transformation inspirera les autres, montrant au monde le potentiel de cette nouvelle ère. » Elodie fit un pas vers le portail, sentant l'énergie cosmique circuler en elle. Ses compagnons la suivirent, chacun vivant une transformation unique. Leur corps brillait d'une lumière intérieure, leurs esprits s'élargissant pour embrasser des connaissances et des perceptions autrefois inimaginables. « Souvenez-vous, » dit le gardien, sa voix résonnant non seulement dans leurs oreilles, mais dans leurs âmes mêmes, « vous êtes les pionniers, les guides. L'avenir de l'humanité dépend de votre sagesse, de votre compassion et de votre courage. » Avec un dernier regard vers le monde qu'il s'apprêtait à changer à jamais, Elodie et ses compagnons se prirent par la main. Ensemble, ils franchirent le portail vers un destin qui redéfinirait ce que signifie être humain. Alors que le vortex se refermait derrière eux, la zone d'exclusion de Fukushima pulsait d'une énergie nouvelle et vibrante. Ce qui fut autrefois un symbole de destruction devenait désormais le berceau d'une nouvelle ère pour l'humanité. À l'horizon, le soleil se levait entièrement, ses rayons illuminant un monde au bord d'une transformation sans précédent. Le voyage ne faisait que commencer et avec lui, l'aube d'une nouvelle ère pour toute l'humanité. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'Elodie et ses compagnons avaient traversé le portail cosmique. Le monde qu'ils avaient laissé derrière eux avait changé de manière que peu auraient pu prévoir. La zone d'exclusion de Fukushima, autrefois symbole de tragédie, était devenue un phare d'espoir et d'innovation. Nathalie Dubois, une jeune journaliste de Lyon, marchait dans les rues de Pripyat, maintenant méconnaissables. Des arbres cristallins s'élevaient là où il n'y avait autrefois que désolation, leurs feuilles captant et purifiant les radiations résiduelles. Les gens se promenaient librement, leur corps protégé par une subtile aura bleutée, un cadeau des gardiens. « C'est incroyable », murmura Nathalie à son guide, un homme âgé nommé Yves. « Il y a 5 ans, personne n'aurait osé marcher ici sans combinaison de protection. » Yves sourit, ses yeux brillants d'une sagesse qui dépassait son âge. « Ce que vous voyez ici, jeune Nathalie, n'est que le début. La transformation de Fukushima est un microcosme de ce qui se passe dans le monde entier. » Ils arrivèrent à un bâtiment imposant au centre de la ville, le nouvel institut d'études avancées. Ses murs semblaient palpiter d'énergie et des symboles complexes dansaient à sa surface. « C'est ici, » expliqua Yves, « que les enseignements des pionniers sont étudiés et appliqués. » Nathalie hésita à l'entrée. « Les pionniers, Elodie Dubois et les autres, sont-ils déjà revenus ?» Yves secoua la tête. « Pas physiquement, mais leur influence se fait sentir chaque jour. Venez, laissez-moi vous montrer. » À l'intérieur de l'institut, Nathalie fut émerveillée. Les hologrammes montraient des avancées scientifiques qui semblaient tout droit sorties d'un film de science-fiction. Des remèdes pour des maladies autrefois considérées comme incurables, des technologies d'énergie propres qui défiaient les lois de la physique connue, des méthodes de communication qui transcendaient l'espace et le temps. Chaque découverte, expliqua Yves, est un écho des connaissances partagées par les pionniers. Ils ont ouvert les portes à un univers de possibilités. Nathalie observa un groupe d'enfants dans une salle de classe. Leurs yeux brillaient d'une lumière intérieure alors qu'ils manipulaient des champs d'énergie avec leur esprit. Les nouvelles générations naissent avec des capacités que nous aurions autrefois jugées impossibles, dit Yves. Télépathie, télékinésie, perception élargie, nous évoluons, Nathalie. Mais tout n'était pas parfait. Dans une autre salle, Nathalie vit des cartes montrant des zones de conflit à travers le monde. Il y a encore de la résistance,
expliqua Yves, remarquant son regard. Tout le monde n'est pas prêt à embrasser le changement. Certains craignent l'inconnu, d'autres s'accrochent au pouvoir qu'ils avaient dans l'ancien monde. Nathalie sentit une pression dans son cœur. Alors, il y a encore des guerres, des conflits, corrigea Yves gentiment, mais différents de ce que nous connaissions. Les armes sont maintenant des idées, et le champ de bataille est la conscience collective de l'humanité. Ils arrivèrent à une salle circulaire au sommet du bâtiment. Au centre, un cristal semblable à celui qu'Élodie et les autres avaient trouvé pulsait doucement. « Voici le noyau, dit Yves avec révérence. À travers lui, nous pouvons communiquer avec les pionniers et les gardiens. » Nathalie s'approcha, fascinée. « Puis-je leur parler ?» Yves sourit. « Mieux encore, vous pouvez voir. » Il fit un geste et le cristal brilla intensément. Des images apparurent dans l'air autour d'eux. Nathalie vit Élodie et ses compagnons, transformés en êtres de lumière et d'énergie, guidant l'humanité à travers les étoiles. Elle vit des mondes au-delà de l'imagination, des civilisations anciennes et nouvelles, des connaissances qui faisaient tourner son esprit. « Ils préparent le chemin », expliqua Yves, « pour qu'un jour nous puissions tous les rejoindre. » Les images changèrent, montrant la Terre vue de l'espace. Nathalie retint son souffle. La planète brillait d'une lumière bleutée, pulsant en harmonie avec le cosmos. « C'est notre avenir, Nathalie, » dit Yves doucement. « Un avenir qui ne fait que commencer. » Alors que les images se dissipaient, Nathalie sentit des larmes dans ses yeux. Elle était venue à Fukushima à la recherche d'une histoire, mais elle avait trouvé quelque chose de bien plus grand, une vision d'espoir pour toute l'humanité. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Yves posa une main douce sur son épaule. « Maintenant, ma chère, vous racontez notre histoire, pour que d'autres puissent comprendre, pour qu'ils puissent choisir de nous rejoindre dans ce voyage cosmique. » Nathalie acquiesça, ressentant le poids de la responsabilité et l'émotion de la possibilité. Alors qu'ils quittaient l'Institut, le soleil se couchait sur Fukushima, non plus un lieu de tristesse, mais un berceau d'un avenir brillant pour toute l'humanité. Le soleil se levait sur un monde transformé. 10 ans s'étaient écoulés depuis le départ d'Élodie et de ses compagnons, et la Terre vibrait d'une énergie nouvelle et vibrante. Nathalie Dubois, désormais une journaliste renommée et porte-parole de la nouvelle ère, gravissait les marches du Grand Conseil global à Genève. L'imposant édifice, une fusion d'architecture terrestre et de technologie extraterrestre, semblait flotter sur un lac d'énergie cristalline. Des représentants de toutes les nations de la Terre s'y réunissaient pour discuter de la prochaine grande étape de l'humanité. « Bienvenue, Nathalie », salua Amara, une femme grande à la peau sombre et aux yeux brillants d'une sagesse ancestrale. En tant que leader du Conseil, elle portait le poids des décisions qui façonneraient l'avenir de l'espèce. « C'est un honneur d'être ici, conseillère Amara », répondit Nathalie, ressentant le picotement familier de l'excitation et de la nervosité. Ensemble, elles entrèrent dans le grand hall où des centaines de leaders mondiaux, scientifiques et visionnaires attendaient. Au centre de la salle, un hologramme massif montrait la Terre et son voisinage cosmique immédiat. Amara prit sa place au centre de la scène et fit un geste. L'hologramme s'étendit, révélant un réseau complexe de portails interstellaires qui reliaient désormais la Terre à des dizaines d'autres mondes habités. « Frères et sœurs de la Terre », commença Amara, sa voix résonnant dans la salle. « Nous sommes ici aujourd'hui pour décider de l'avenir de notre espèce. Il y a 10 ans, 5 courageux pionniers ont ouvert les portes à un univers de possibilités. Aujourd'hui, nous devons choisir si nous franchirons le prochain pas. » Nathalie observa les réactions dans la salle. Il y avait de l'attente, mais aussi de l'appréhension. Tout le monde n'avait pas pleinement embrassé les changements de la dernière décennie. Les gardiens nous ont offert une invitation formelle à rejoindre la Fédération Galactique, poursuivit Amara. Une alliance de civilisations s'étendant sur des millions d'années-lumière. Mais la décision doit être la nôtre, et elle doit être unanime. Un murmure parcourut l'assemblée. Nathalie savait que malgré les avancées incroyables, il y avait encore de la résistance. Certaines nations craignaient de perdre leur identité, d'autres luttaient encore avec les transformations sociales et économiques que la nouvelle ère avait apportées. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Le cristal au centre de la salle se mit à pulser intensément et 5 figures de lumière se matérialisèrent. Élodie et ses compagnons, les pionniers, revenant pour la première fois en une décennie.
Élodie, sa forme éthérée irradiant sagesse et compassion, s'adressa à l'assemblée. « Peuple de la Terre, nous sommes venus partager notre voyage avec vous, pour montrer ce qui nous attend si nous choisissons d'évoluer ensemble. » D'un geste, elle agrandit l'hologramme. Des visions de mondes merveilleux remplirent la salle. Des civilisations qui avaient surmonté la guerre, la faim et la maladie. Des technologies permettant de façonner des planètes et de voyager entre les étoiles. Des êtres d'énergie pure et de conscience explorant les frontières de l'univers lui-même. Mais nous avons aussi vu les défis, poursuivit Victor, sa voix résonnant avec la sagesse de 1000 étoiles. Le pouvoir qui nous est offert vient avec une grande responsabilité. Nous devons grandir non seulement en connaissance, mais en sagesse et en compassion. Anne, sa forme brillante de l'essence de la vie, ajouta « La biodiversité que nous avons préservée à Fukushima n'était que le début. Il y a des écosystèmes entiers qui attendent d'être découverts, des formes de vie qui défient notre compréhension actuelle. » Sébastien, dont l'être pulsait d'équations cosmiques, expliqua « Les lois de l'univers sont plus vastes et merveilleuses que nous ne l'avions jamais imaginé. Il y a des secrets qui attendent d'être révélés, des réalités au-delà de notre dimension actuelle. » Enfin, Mathieu, le plus jeune des pionniers, s'adressa directement au cœur des présents. « Nous ne sommes pas venus pour faire pression, mais pour inspirer. L'avenir que nous entrevoyons est celui que nous construisons ensemble, en embrassant notre diversité et notre humanité partagée. » Les visions se dissipèrent et la salle resta silencieuse. Nathalie sentit des larmes dans ses yeux, émue par la grandeur du moment. Amara se leva à nouveau. « Maintenant, nous devons décider. Acceptons-nous l'invitation des gardiens? Faisons-nous le prochain pas dans notre voyage cosmique ?» Un par un, les représentants se levèrent. Des voix de tous les coins de la planète se sont élevées, certaines hésitantes, d'autres fermes, mais toutes convergeant vers une seule réponse. Oui. Le cristal au centre de la pièce a brillé intensément, et un portail s'est ouvert, plus grand et plus magnifique que tout ce que la Terre avait jamais vu. À travers lui, des aperçus d'un avenir infini attendaient. Élodie et les pionniers se sont tournés vers l'assemblée une dernière fois. « Le chemin est ouvert », a déclaré Élodie, sa voix pleine d'espoir et de promesses. « Mais le voyage est le vôtre. Chaque pas, chaque découverte, chaque défi surmonté sera une victoire non seulement pour l'humanité, mais pour toute vie dans le cosmos. » Alors que le portail pulsait, invitant l'humanité à sa prochaine grande aventure, Nathalie a senti une main sur son épaule. C'était Yves, désormais un ancien respecté, ses yeux brillants des souvenirs de Fukushima. « Tu vois, ma chère, a-t-il dit doucement, d'un lieu de tragédie est né l'espoir pour tout un univers. » Nathalie a acquiescé, ses mots capturant le sentiment de tous les présents. Ce n'est pas une fin, ce n'est que le début. Et ainsi, avec des cœurs remplis de courage et des yeux tournés vers les étoiles, l'humanité a fait son premier pas vers le destin cosmique qui l'attendait. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage d'Élodie et de ses compagnons a touché vos cœurs et élargi vos esprits. Pour continuer à explorer les mystères de l'univers et les possibilités infinies qui nous attendent, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur l'évolution humaine et les découvertes cosmiques. Vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien à votre gauche. Si ce récit a éveillé votre imagination et vous a fait rêver de futurs extraordinaires, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner un like à cette vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de l'existence et le potentiel illimité de l'humanité. Quel futur imaginez-vous pour notre espèce? Quel mystère de l'univers aimeriez-vous percer? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre vision pourrait être l'inspiration de notre prochaine grande aventure. Souvenez-vous, tout comme Élodie et les pionniers, chacun de nous a le pouvoir de façonner l'avenir. Que les étoiles guident vos rêves et que le courage d'explorer l'inconnu ne quitte jamais votre cœur. Jusqu'à la prochaine histoire, où de nouveaux mondes et possibilités nous attendent. 100 ans s'étaient écoulés depuis que l'humanité avait fait son premier pas au-delà des étoiles. La Terre, autrefois un point bleu solitaire dans le cosmos, était désormais le cœur battant d'un réseau intergalactique de mondes et de civilisations. Aria Dubois, arrière-petite-fille de Nathalie, planait en orbite autour de la station spatiale Fukushima Prime, ses ailes d'énergie cosmique reflétant la lumière d'une galaxie lointaine. À 25 ans terrestres,
Arya était considérée comme une prodige dans la science émergente de la tectonophysique dimensionnelle, l'art de façonner la réalité entre les mondes. Commandant Dubois, la voix de son IA personnelle, Hélène A, résonna dans son esprit. L'anomalie spatio-temporelle dans le secteur 7 est en train de s'étendre à nouveau. Arya fronça les sourcils, ses yeux violets scrutant le vide apparemment vide devant elle. Pour des yeux non entraînés, il n'y avait rien d'autre que les étoiles. Mais Arya pouvait voir, elle pouvait sentir les ondulations dans la structure même de la réalité. Hélène A initie le protocole de confinement Oméga et contacte le Conseil des gardiens. Ils doivent voir cela. D'un geste fluide de ses mains, Arya commença à tisser des fils d'énergie pure, créant un réseau complexe autour de l'anomalie. C'était un travail délicat. Une erreur pourrait déchirer le tissu de l'espace-temps. Alors qu'elle travaillait, son esprit vagabonda vers les histoires que sa grand-mère Nathalie lui racontait. Des histoires sur une époque où l'humanité était confinée à une seule planète, craignant ce qui se trouvait au-delà. Des histoires sur 5 pionniers qui ont tout changé. Un éclair de lumière annonça l'arrivée du Conseil des gardiens. 5 êtres d'énergie pure, chacun vibrant avec la sagesse d'un siècle d'exploration cosmique. Arya Dubois, la voix d'Élodie, l'original Élodie Dubois, résonna non pas dans l'air mais directement dans sa conscience. « Vous nous avez appelés. » Arya se tourna tout en maintenant sa concentration sur le réseau de confinement. « Gardien, l'anomalie, elle grandit plus vite que nous ne pouvons la contenir. Et il y a autre chose. » Elle hésita, incertaine de la manière d'exprimer ce qu'elle ressentait. Victor, sa forme éthérée pulsant de curiosité scientifique, s'approcha. « Continue, jeune Dubois. Qu'as-tu perçu ?» Arya respira profondément, laissant sa perception élargie s'écouler. C'est comme un écho, pas du passé ni du futur, mais d'un lieu au-delà. Comme si quelque chose essayait de communiquer avec nous à travers la structure même de la réalité. Les gardiens échangèrent un regard, une conversation silencieuse passant entre eux en un instant. « Arya, » dit Anne, sa voix chargée d'inquiétude et d'excitation, « ce que tu décris pourrait être ce que nous cherchons depuis des décennies, un pont vers le multivers. » Sébastien, dont la forme semblait maintenant contenir des équations infinies, ajouta « Si c'est vrai, cela change tout, non seulement notre compréhension du cosmos, mais de l'existence elle-même. » Mathieu, le plus jeune des gardiens originaux, s'adressa directement à Arya, mais c'est aussi incroyablement dangereux. Si ce n'est pas contrôlé, cela pourrait déstabiliser non seulement notre univers, mais tous les univers parallèles. Arya sentit le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules. Elle était la meilleure dans son domaine, mais cela dépassait tout ce qu'elle avait jamais affronté. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait. Élodie s'approcha, sa présence apportant un calme réconfortant. « Nous allons te guider, Arya, mais la décision finale doit être la tienne. Tu es le pont entre notre génération et la suivante. L'avenir, non seulement de l'humanité, mais de toute existence, pourrait dépendre de tes actions ici et maintenant. » L'anomalie palpita, envoyant des vagues d'énergie qui firent trembler le réseau de confinement d'Arya. Des alertes retentirent dans son esprit, transmises par Helena. « Commandant, » insista l'IA, « nous devons agir maintenant. L'intégrité structurelle se détériore rapidement. » Arya regarda les gardiens, l'anomalie grandissante et ses propres mains qui brillaient désormais d'un pouvoir cosmique. En un instant, elle vit toutes les possibilités se déployer devant elle. Gloire, destruction, découverte, chaos. Avec un profond soupir, elle prit sa décision. « Gardien, j'ai besoin de votre force. Ouvrons un chemin. » Alors que les 6 êtres les plus puissants de cette région de la galaxie unissaient leurs énergies, se préparant à sauter vers l'inconnu, Arya ne put s'empêcher de penser « Grand-mère Nathalie, j'espère que tu es fière. Nous sommes sur le point d'écrire le prochain chapitre de notre histoire cosmique. » Et avec cela, ils plongèrent dans l'anomalie, vers un destin qu'aucun être de leur univers n'avait jamais osé imaginer.